Le 26 mai prochain, il y aura bien les élections européennes. Y aura-t-il pour autant un référendum pour savoir si on instaure le référendum d'initiative citoyenne? La question, en tout cas, est posée. On va poser la question à Éric Marcilly. Lui, il avait envie d'y aller. Aujourd'hui, il n'est plus sûr. Il va nous dire pourquoi dans Causement Réunionnais. Éric Marcilly, bonsoir. Bonsoir. Alors, ces européennes, c'était une porte ouverte vers l'Europe pour, entre autres, cette bataille que mène le CSAPR pour une concurrence loyale en matière de protection sociale. En tout cas, aujourd'hui, c'est plus d'actualité. Cette Europe-là à laquelle vous voulez participer, ça ne fait plus envie ? Ça ne fait plus envie déjà parce que déjà le président Macron a changé les règles. Donc ce sont que les gros partis qui peuvent participer. Il y a encore 5 ans de ça, dans un département comme La Réunion, on pouvait élire son député européen, mais là c'est plus le cas. On est obligé de participer à des listes nationales. Et là ça coûte beaucoup plus cher, au moins 2 millions d'euros pour faire une campagne européenne. En plus de cette Europe que je n'ai pas voulu au départ, et puis qu'on nous l'a imposé, nous aurions préféré une Europe sociale, pas une Europe des riches. Et cette Europe des riches est en train de tuer tous les pays qui sont autour. On l'a vu avec la Grèce, on l'a vu avec l'Espagne, et comme d'autres pays qui vont s'écrouler. Et c'est pour ça que l'Angleterre est sortie de l'Europe. Hein ? Il faudrait que la France puisse reprendre son pouvoir. Hein ? Aujourd'hui, Éric Marcilly est pour que la France sorte de la zone euro, sorte de l'Europe, sorte de la Constitution européenne. Aujourd'hui, je suis pour. Je suis pour. Ce qu'une loi a fait, la loi peut la défaire. C'est vrai que l'Europe a des avantages, mais comme on voit ce qui se passe actuellement dans notre département au niveau de ce que l'Europe envoie à La Réunion pour l'investissement et que cet argent est mal réparti, voire qu'il y a des déviances, non. Il n'y a aucun contrôle dessus. On sait que la France donne 22 millions d'euros à peu près à l'Europe et qu'il y en a 13 millions qui sont redistribués. Où sont l'argent qui manque ? 9 milliards. 9 milliards. La question, je l'avais posée également à Nicolas Dupont-Aignan sur ce même plateau, à cette même place, et pour le même montant, 22 milliards. Et on en revient à cette question. C'est en 1974 que Valéry Giscard d'Estaing a décidé que la France n'empruntera plus à la Banque de France, mais à la Banque Centrale Européenne. Ça, c'est une chose. On a vu que peu à peu, la France a donné un peu de sa souveraineté à l'Europe. Aujourd'hui, vous faites partie de ceux qui regrettent que l'Europe soit devenue aussi omnipotente, mais totalement déconnectée de ce qu'on peut appeler la réalité, surtout pour tout ce qui est agricole. Pas ce qui est agricole, surtout tout ce qui est économique, on va dire. Au niveau vous parliez de banques tout à l'heure, c'est les banques qui dirigent le monde, c'est la finance qui dirige le monde. Oui, parce que c'est le paradoxe, c'est que on donne de l'argent à la Banque européenne et les banques privées empruntent aux banques européennes à très faible taux, et les individus, soi-disant, ceux qui payent, ceux qui sont contribuables, doivent en plus aller emprunter ce même argent à un taux encore plus cher. C'est-à-dire que le système est quand même très pervers. Le système est gangréné, je veux dire. Ouais. Avant, la France fabriquait sa monnaie. Oui, la Banque de France. La Banque de France fabriquait sa monnaie. Aujourd'hui, elle emprunte l'argent à un système privé. Et tout ça, ça s'est passé sous Pompidou. Hein, à ce moment-là. Et ça nous coûte beaucoup plus cher. Il faut savoir qu'il y a 2 styles de banque quand même. Il y a la banque de l'ombre, celle qu'on ne voit pas, et la banque du coin de rue, celle qu'on voit tous les jours. La banque du coin de rue, on sait très bien qu'elle travaille avec de l'argent virtuel et qu'elle emprunte. Elle emprunte aussi à la banque de l'ombre. Donc, et c'est cette banque de l'ombre qui est comment dire, gargantuesque. Hein. On n'arrête pas justement avec ce système de creuser, d'appauvrir ceux qui sont les plus modestes. On n'arrête pas de creuser le déficit public. Chaque État, aujourd'hui la France, je crois, c'est près de 6 000 milliards. Oui. Si je me trompe, oui. de déficit. Hein. Oui. Mais la France ne paye que les intérêts chaque année. La dette continue à monter, mais Exactement. La France rembourse ses intérêts. C'est quand même quelque chose de paradoxal. Non seulement c'est l'argent du citoyen, donc
ça devient l'argent public. Les privés empruntent l'argent public pour endetter l'État et endetter le citoyen. Comment aujourd'hui mettre fin à cette finance qui n'arrête pas finalement de creuser le fossé entre ceux qui ont des moyens pour vivre et ceux qui ont de moins en moins? Moi, je pense qu'il faudrait tout simplement arrêter l'Europe, reprendre tout ce qui était bon avant pour la France, revenir au basique, simplement. C'est un peu drôle parce que même Marine Le Pen aujourd'hui n'est plus trop d'accord de sortir de l'Europe. C'est pour ça que Florian Philippot a quitté d'ailleurs le Rassemblement national et a créé les Patriotes. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment une posture? Nicolas Dupont-Aignan est pour une Europe qui soit différente, un petit peu à l'image de ce que vous avez dit. François Asselineau de l'UPR souhaite totalement quitter la zone euro et la zone et l'Europe. Est-ce que si demain, à votre avis, et là c'est une question qui est très simpliste et vous m'en excusez, si demain la France quitte l'Europe, est-ce qu'on retrouverait les prix d'avant l'euro? Ça, je ne peux pas répondre, ça. Mais il faut savoir qu'avant l'euro, un pied de salade coûtait 1 franc. 3 francs, on va dire. Même 3 francs. Ouais. 3 francs. Mais aujourd'hui... C'est 1 euro, 1,50 €. 1,50 €. Donc c'est pratiquement le double, ouais. Donc ça... multiplié par 3. Voilà. Donc il y a un problème quand même de ce côté-là. Alors que ça devrait coûter à 45 centimes à peu près un pied de salade. Hein. Donc les commerçants en ont profité aussi pour augmenter leur marge. On l'a vu déjà. Mais les salaires n'ont pas suivi. Avec le mouvement social, on a vu déjà qu'il y a eu un creux de 2 semaines. Ça leur a permis de vider leur stock, en tout cas de vendre des produits que personne n'en voulait. Alors à ce moment-là, tout le monde en voulait apparemment. Mais on voit que là aussi, les prix ont flambé. Les prix ont flambé, mais pendant 15 jours, les gens ont fait des économies parce ils étaient contents parce que ils ont pu mettre de l'argent de côté. J'ai plein de gens autour de moi puisque dans la résidence où je travaille, les gens me disent « Ah, j'ai pu mettre de l'argent de côté. » Ça faisait longtemps que mon compte n'a pas été dans le positif. D'accord. Il y a quand même un côté qui était bien de ce côté-là. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'individu, le Réunionnais, s'il réfléchit un peu, il n'a pas besoin de tout ce qu'il achète tous les jours. C'est plus des achats compulsifs qui se passent souvent dans les grandes surfaces. Parce qu'on fait tout en sorte pour que la personne soit attirée ce qui se passe avec les têtes de gondole qu'on met dans les grandes surfaces. Hein. Donc on attire l'œil. Mais pour revenir sur l'Europe, oui, je n'aime pas cette Europe qui est là. Hein, cette Europe pour tuer notre culture. On va quand même être honnête dans la démarche et je tiens absolument à ce qu'il y ait une vraie neutralité dans cette discussion. Quand on regarde l'Europe, c'est Takamaka 1, c'est pour l'hydroélectrique. Oui. Takamaka 2, c'est la route du littoral. Sont les lycées, c'est la route des Tamarins. Il y a quand même des choses on peut pas dire que l'Europe n'a pas existé dans sa forme et surtout dans les résultats que l'Europe a apporté à la Réunion. Le port Est également. D'accord, l'Europe on va dire. Mais d'où vient l'argent de l'Europe? Elle vient de nos impôts. Ce sont nos impôts qu'on permet de financer ça. Est-ce qu'on a vraiment besoin? Oui, exactement. Est-ce qu'on a besoin de l'Europe pour construire ça? Est-ce qu'on avait besoin de l'Europe pour construire nos écoles? Parce que n'oubliez pas aussi, il y a l'octroi de mer qui a permis la construction de nos routes et aussi de nos établissements. Donc le Réunionnais, qu'on arrête de dire que le Réunionnais est assisté. Le Réunionnais paye des impôts, le Réunionnais paye l'octroi de mer pour financer son département. Donc je suis contre maintenant qu'on dise que le Réunionnais est assisté. C'est la France qui a voulu assister en mettant certaines allocations en place. Mais le Réunionnais était travailleur avant. De transfert. Hein? Vous voulez dire qu'on a mis en place un système pour que le Réunionnais devienne un assisté, pour qu'il ait moins envie de travailler parce que ça lui rapporte presque plus d'être chez lui et d'attendre les revenus, les minima sociaux, plutôt que d'aller travailler? On lui a enlevé sa dignité. On lui a enlevé ou c'est lui qui s'est enlevé finalement? On lui a enlevé sa dignité et au fur et à mesure, qu'est-ce qu'on fait? On a de l'argent sans travailler, on préfère faire ça. Mais il y a beaucoup de Réunionnais qui aimeraient bien retravailler, avoir une valeur de travail, une valeur sociale, cette dignité qu'on lui a enlevée. Je me rappelle, à Boisneuf-Travassin, mon oncle, il avait son petite habitation qu'on lui disait, mais il était content sur l'habitation, il plantait son maïs, il plantait son haricot à côté, et après il allait à la coopérative, faisait du troc avec le voisin, et ça marchait très bien. Mais sur le troc, qu'est-ce qui se passe? L'État ne gagne pas d'argent. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a supprimé tout ça au fur et à mesure, en mettant en place le RMI et d'autres allocations qu'on suivi derrière.
Ce qui veut dire qu'on a créé toute une clientèle pour acheter tous ces produits de très mauvaise qualité qu'on fabrique en Asie, qui passent par beaucoup d'intermédiaires avant d'arriver dans la grande distribution. Exactement, mais on a acheté, oui, mais on a acheté aussi des voix. Indirectement, ils ont légalisé l'achat de voix. Hein, soit par les contrats aidés, soit par d'autres contrats. Donc avant c'était difficile. On avait 2 sacs ciment, un camion de sable, un truc comme ça. Mais là, les gens vont à la mairie ou à la région ou autre institution. Je veux un petit travail, on aura un petit travail, à condition que vous votez pour moi, ma famille va voter pour vous, et ainsi de suite. Donc on a acheté des voix. Et je connais plein de personnes depuis des générations parce qu'ils ont eu un travail avec le maire. Et qu'est-ce qui se passe ? Toute la famille vote pour ce maire. Ils sont asservis à ce système. La question, quand on regarde aujourd'hui la configuration de l'Assemblée du Parlement européen, la majorité est détenue par le Parti populaire européen, donc la droite. Les sociodémocrates sont la deuxième force de ce Parlement. Mais il va y avoir un changement. On voit arriver les nationalistes, ceux de Salvini d'Italie, ceux de Orban en Hongrie. On voit arriver aussi, là on a vu avec ce qui s'est passé il y a quelques jours concernant Finkielkraut, l'antisémitisme qui a été dénoncé par tout l'État, par tout le pays d'une part, mais on voit arriver quand même d'autres partis dans ce concert européen. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une chose qu'il faut déplorer, même si ce sont des nationalistes, des gens de l'ultra-droite? Moi, ça me dérange pas. Moi, comme ça, c'est la population entière qui est présente. Mais il faut savoir qu'au Parlement européen, ce sont pas les députés qui décident. D'accord ? Les députés européens nous coûtent très cher. Et en plus, ils ne payent pas de TVA, ils ne payent pas d'impôts, ils ont beaucoup d'avantages. Tout à fait. Voilà. Mais c'est la Commission européenne qui décide. Ce sont les petits copains des anciens ministres, des anciens secrétaires d'État qui sont placés. On l'a bien vu avec notre ancien ministre des Finances qui a été placé à la Commission européenne. Moscovici ? Moscovici, oui. Moscovici, hein ? Il a coulé la France, ça merci. Il est commissaire européen. Et il est commissaire européen, c'est lui qui va décider pour l'avenir de l'Europe. Non, c'est coquin, comme je dis souvent. Non, ça, c'est pas bon, là, il faut tout changer. Donc, quittons l'Europe. Tant mieux si ces partis-là arrivent. Il y a quand même un Français qui marque son passage en Europe en tant que commissaire européen, c'est Michel Barnier. Oui, mais on entend très peu, puis on essaie de le rencontrer, puis c'est difficile. C'est lui qui a géré la sortie du Brexit. C'est lui qui a négocié avec Theresa May, mais apparemment là aussi ça n'a pas marché. La sortie se fera apparemment de manière brutale. Mais ceci étant, il y a rien de positif dans ce que l'Europe a apporté depuis la CECA, ce fameux communauté européenne de peut-être cette libre circulation des biens et des personnes. Ouais. Hein, ça peut être quelque chose de bien, mais sinon à l'heure d'aujourd'hui cette Europe c'est une Europe des riches, ça il faut pas l'oublier, hein. Et les riches c'est toujours les mêmes qui sont au pouvoir. C'est une Europe de riches, je ne vais pas aller contre ça, ce que vous venez de dire, mais il y a une chose quand même qui est vraie également, Éric Marcelli. Regardons un petit peu l'Europe. Qui faut-il accuser ? Nos élus de ne pas avoir fait ce qui est nécessaire ? Parce qu'il y a un article quand même dans la fameuse TFU, traité de fonctionnement de l'Union européenne, 349, de l'article 349, qui parle de spécificité. Mais quel élu réunionnais ou quel parti politique est parti déposer sur les bureaux de l'Assemblée européenne un projet de loi pour la Réunion ? Mais vous savez comme moi que nos élus sont tenus par les lobbying. Hein, donc qui travaillent avec eux. Hein, vous pouvez faire ça, mais vous me laissez tranquille de ce côté-là. On le voit très bien avec tout ce qui se passe actuellement à La Réunion, notamment sur le port actuellement où les poissons sont pêchés au large et ces industries qui transforment le poisson ont eu des subventions européennes. Ces subventions ont permis d'acheter du matériel et ils n'ont pas investi à La Réunion. Ils ont investi dans les pays d'à côté, Madagascar ou Maurice. Et tout ça, on a les preuves et tout ça, ça va être dénoncé. Et comme on le dénonce, c'est pas bien. On va juste rappeler que lorsqu'on parle de pêche, une très grosse partie du thon fabriqué dans le monde est fabriqué aux Seychelles. Un accord également entre la Communauté européenne et les Seychelles, ce sont des contrats à plus de 10 voire 15 millions d'euros chaque année. Mais qu'est-ce qu'on fait des Réunionnais ?
Qu'est-ce qu'on fait? Comme ce bateau qui a été accosté au port, où ce sont des malgaches qui travaillent dessus pour, je crois, 250 € je crois, par mois. À qui vous en voulez là? J'en veux à nos politiques qui n'ont pas fait notre travail. J'en veux à nos administrations, nos institutions qui n'ont pas fait le travail. En plus de ça, ce bateau qui rentre au port illégalement, il y aurait des petites valises avec. Je ne sais pas les petites valises de quoi. Pourquoi illégalement? Et je crois qu'on va pas aller plus loin que ça. Non. Lorsqu'on dit qu'ils accostent la nuit. Non. Il faut avoir des preuves. Si on n'a pas de preuves, ça ne vaut pas. Donc, on va pas accuser à tort. Mais aujourd'hui, quand on regarde à l'époque, lorsque Jacques de Châteauvieux s'est fait construire une flotte pour aller à la pêche, pour la Sainte-Mer, c'est bien au Vietnam qu'il a construit ces bateaux. Mais parce que aujourd'hui, quand il faut mettre le poisson en conserve, ils vont à Maurice. Oui. Aujourd'hui, tous les bateaux qui sont armés d'Indonésiens, de gens qui viennent de pays où la main d'œuvre n'est pas chère. Et c'est normal qu'on voit que des gens aillent chercher des marins à Madagascar parce que ça coûte moins cher. 250 € pour payer les personnes qui viennent des pays comme le Vietnam, l'Indonésie, le Bangladesh ou Madagascar, mais c'est quand même le SMIC pour les bateaux, pour des travailleurs de l'Europe. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des consciences qui se sont levées, et je dis là, merci à l'État d'avoir mis en place Internet, d'avoir mis en place le numérique, qui a permis à des lanceurs d'alerte d'être présents sur le terrain. Ils nous ont mis Internet, et là on a pu chercher, on a pu trouver. On était endormis, maintenant on est réveillés. Donc on se réveille et puis on découvre tout ça. Et tout ça avant était caché. Monsieur Jacques de Châteauvieux, il a construit sa fortune à La Réunion, il a développé des choses à La Réunion. Maintenant, tout était en train de repartir. On a créé des pauvres à La Réunion maintenant. On est des pauvres à La Réunion. Oui, mais le problème, on le voit que le système marche parce que le Réunionnais aussi... Système mafieux. Je pèse pas mes mots. Quel que soit le système, mais ce système marche. Pourquoi? Parce que... Au détriment de qui aussi encore? À la base, est-ce que le peuple réunionnais se révolte? Est-ce que le peuple réunionnais dénonce le fait que ceux qui ont les moyens font des affaires, se vendent les dispositifs, la grande distribution? On a tout un passé derrière nous, un passé de soumission aussi derrière, d'accord? Et souvent les Réunionnais disent, elle est comme ça, que ça au veut m'y fait. Ce dimanche, en repas de famille, nous étions en train de discuter. Comme il voit, 2 jours de bagarre sur le terrain, moi il est descendu gilet jaune. Mon camarade me dit, aujourd'hui il m'y veut pas, parce que comme il voit que pendant que moi j'étais sur les barrages, le Réunionnais allait faire les courses dans les grandes surfaces, alors qu'on se bat contre ce lobbying. Il dit, puisqu'elle est comme ça, moi aussi, mais ça fait pareil. On n'a pas l'âme du bagarreur. On n'a plus cette âme-là. Cette âme syndicale, cette âme de militantisme, cette âme vraie. Et ce qu'on a oublié, c'est que ce qu'on a construit, ce que nos parents ont construit, c'était pour nous. Et tout est en train de se déconstruire depuis quelques années. Mais je dis merci au numérique qui a permis d'ouvrir les consciences et d'éveiller les gens. On est très peu aujourd'hui. Rappelez-vous, pendant la guerre 39-45, j'ai pas participé, d'accord? Mais j'ai des oncles qui ont participé et qui m'ont dit, tu sais, on était très peu comme résistants. Et les résistants, on peut les compter sur les doigts de la main. Et à la fin de la guerre, on voyait plein de résistants tout d'un coup. On est comme ça aujourd'hui. On est très peu de résistants. Et quand le combat sera gagné, moi aussi j'étais là. Ouais. Cette question-là, elle va revenir. Cette année, on vote pour les européennes, ce sera le 26 mai. En 2020, au mois de mars, ça sera les municipales. En 2022, il y aura d'abord la présidentielle. Après, il y aura la députation, donc les législatives. La France est un pays qui vote presque chaque année. Aujourd'hui, quand on regarde, en tout cas pour les 4 prochaines années, chaque année, il y a des votes. Quelque part, est-ce que c'est pas aussi une façon d'entretenir une forme d'incertitude à chaque fois, et finalement, qui a vraiment envie de s'investir, de se battre, puisque d'un côté, il y a ceux qui se contentent de ce que l'État leur donne, et de l'autre, il y a ceux qui se battent, mais qui au bout d'un moment se disent, écoutez, on a fait ce qu'on a pu, maintenant on rentre chez nous. C'est un travail pédagogique à faire. Ouais. D'accord. Il faut faire de la répétition, répéter aux gens. Et là, pendant plus de 50 ans, 60 ans, même plus, on a fait en sorte que les gens soient endormis. Et aujourd'hui, on réveille leur conscience par différents messages.
hein. Donc ça va être un travail long, un travail d'usure. C'est vrai que ça donne envie de baisser les bras quand on voit qu'il y a très peu de personnes qui se déplacent. Et c'est un travail que vous allez faire pendant les européennes? c'est un travail qui va expliquer. C'est de la vraie pédagogie, pas de la pédagogie péloticienne. Hein. Expliquer aux gens. Je suis moi-même formateur, comme vous le savez. Ben, notre travail, c'est la répétition, répéter, répéter. Merci Éric Marcelli. On arrive à la fin de cet échange. En tout cas, on aura l'occasion de revenir sur l'Europe, de savoir qu'est-ce qui peut être bien ou moins bien dans le regard des uns et des autres, et de voir un petit peu si les Réunionnais vont se déplacer en masse le 26 mai, d'une part pour voter pour les européennes, et d'autre part pour savoir si le référendum sera d'actualité, pour savoir si demain on passera d'une démocratie représentative à une démocratie plus participative. Merci en tout cas de nous avoir suivis.